C'est parti. Et puis, on va faire différemment que dans le premier atelier. Là, si vous voulez bien, là, je vais laisser Rémi faire la première partie en lui laissant donc 10 minutes d'intervention. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Et voilà, je vous remets aussi dans le chat, je vous remets le lien vers les sites internet si vous voulez regarder en même temps sur leur site internet. Mais je laisse la parole à Rémi. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Rémi Mauvoisin, je suis salarié d'un tiers-lieu associatif qui s'appelle Le Club, donc, qui est basé dans les Landes. Et le projet pour lequel je fais un témoignage, c'est un projet qui consiste à un Fab Lab mobile, donc un atelier de fabrication mobile qui sillonne le territoire donc landais pour faire de l'acculturation, de la formation et de la mise en réseau. Donc notre projet se décompose grosso modo en trois gros axes. Donc un côté sensibilisation et acculturation auprès des jeunes, donc que ce soit dans les milieux scolaires, dans les associations, dans les espaces jeunesse, etc. Un deuxième volet qui consiste à sensibiliser, former et faire monter en compétence les artisans et les personnes dans l'entreprise, etc., sur le territoire. Et un dernier volet qui est en lien avec la mise en réseau de toutes les forces vives qui travaillent de près ou de loin de la fabrication à du fer. Donc sur le premier axe de développement qui porte le plus en ce moment, c'est donc l'intervention auprès des scolaires. Donc l'idée, c'est de déplacer un van avec des outils qui sont à la fois traditionnels, donc ça peut être des tournevis, des, euh, des pinces, etc., mais aussi de l'électroportatif, ainsi que des outils qui sont à vocation numérique, donc fraises, imprimantes 3D, etc., dans des établissements scolaires et auprès de jeunes pour les sensibiliser à la fabrication et à l'expérimentation, chose qu'ils n'ont plus l'occasion de faire à l'école notamment. Là, l'idée, c'est d'arriver, de répondre à un besoin qui est exprimé soit par un établissement, soit par des élèves, et de mettre en place des ateliers qui vont leur permettre de monter en compétence. Donc nous, notre credo, ce n'est pas de faire, mais c'est de montrer comment faire et d'accompagner. Et ça se traduit concrètement par de la végétisation de cours d'école en fabriquant des bacs en palettes recyclées et en plantant, puis ensuite en gravant à la laser les noms des plantes. Ça peut aussi se traduire par la réparation d'ordinateurs ou le reconditionnement d'ordinateurs pour des usages spécifiques comme des media centers. On est aussi sollicité pour des interventions en lien avec tout ce qui est la culture low-tech, donc la fabrication de cosmétiques low-tech, l'utilisation de ressources low-tech, c'est-à-dire faibles en énergie, faibles en numérique pour répondre à des besoins, donc fabriquer des smoothies cycles, etc. L'idée derrière ce type de projet-là, c'est d'amener du matériel, d'aller vers les structures, mais aussi et surtout de réinculquer l'expérimentation et de désacraliser l'échec. Donc en fait, on axe beaucoup nos interventions sur le fait de tester, d'expérimenter, de casser, de toucher, etc. Et l'idée, c'est de remettre un peu le niveau à zéro sur la peur de tenter et de faire partager les compétences entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et mélanger tout ça. Donc en fait, un sachant peut être apprenant, l'apprenant peut être sachant, etc. Donc ce qu'on constate, c'est que ça crée beaucoup d'émulation hein, et au-delà de la surprise qui est générée par le fait d'autoriser à utiliser des machines qui coûtent cher, autoriser à casser, tester, se tromper, en fait, il y a toute la prise d'initiative qu'on constate par les jeunes, mais aussi les encadrants, sur l'idée derrière de se dire, mais tiens, j'ai été capable de faire ça, pourquoi je ne ferais pas ça derrière? Et donc, du coup, notre développement actuel se situe sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en gros, on est sollicité par des établissements pour des projets spécifiques. Et ensuite, vu le résultat qui leur paie l'implication des jeunes, en fait, on est de plus en plus sollicité pour continuer sur d'autres types de projets en lien avec de la fabrication du remploi. Donc, ça, c'est très positif de ce côté-là, sur cet axe-là. Donc ensuite, on a un axe plus lié à l'entrepreneuriat, la montée en compétences et à la formation des artisans, ouvriers, employés. Donc là, l'idée, c'est de répondre à des besoins d'entreprises locales sur de la montée en compétences, en lien notamment avec le numérique. Donc ça peut aller de l'utilisation de logiciels libres à l'utilisation de cloud open source, ça peut être la montée en compétence sur des technologies nouvelles, donc comme des lasers. Et comme je disais tout à l'heure dans la session précédente,
Un exemple typique, concret, Siège Bastia, une entreprise qui fabrique des sièges, qui a été choisie pour fabriquer les sièges de Notre-Dame. Quand ils fabriquaient leurs sièges, en fait, les dossiers de leurs sièges étaient envoyés à une entreprise qui était à 300 km de là, par palette, pour graver le logo de l'entreprise sur 2 cm² et revenaient. Donc il y a toute la logique de logistique, etc. à mettre en place. Et on a été, par le bouche-oreille, consulté pour savoir comment nous, on pouvait apporter des solutions. Et l'idée qui a germé, c'était de proposer une initiation à des machines laser qui produisent le même résultat, former les employés aux premières tâches, voir si c'était compatible avec la mise en œuvre opérationnelle de l'entreprise. Et l'idée derrière, c'est de voir comment derrière euh, on peut cohabiter et coopérer dans le sens où, pour éviter un investissement gros, et conséquent, mettre à disposition des machines par la location pour former et lancer cette production. Et à terme, une fois que l'entreprise décide d'acheter, elle, d'investir, comment on peut être support pour organiser des sessions de formation, accompagner sur de l'investissement ou du choix de matériel, participer à la maintenance, donner des conseils, etc. Et tout ceci s'inscrit aussi dans le cadre des projets qu'on mène avec le tiers-lieu, vu qu'on a été lauréat de tiers-lieu et formation. Sur le concept suivant, c'est de proposer une conciergerie des formations. Et donc, typiquement, dans ce cas-là, la conciergerie des formations servirait à amener la formation sur le territoire par le fait que le besoin est identifié et éviterait que les personnes qui souhaitent être formées doivent se déplacer à Toulouse, Bordeaux, Lille, etc. Donc là, l'idée, c'est de mailler les besoins, la technologie, la découverte, avec derrière la mise en place de formations sur le territoire pour le territoire. Donc ça, c'est en cours de développement. Il y a aussi le fait de faire entrer ces logiques aussi de coopération au sein des entreprises et au sein du territoire et de participer aussi à la mise en œuvre d'un cercle vertueux d'économie circulaire, tout simplement. Donc comment les déchets peuvent servir aussi des entreprises qu'on a contactées et qui sont en lien avec nous pour faire des ateliers auprès des jeunes. Comment ces jeunes sont sensibilisés au fait que dans les entreprises qui sont plus traditionnelles ou qui ont comment dire, un écho traditionnel, leur expliquer que oui, beh, on peut fabriquer des chaises, mais on peut aussi utiliser des fraises numériques et des découpes laser. Comment en fait le territoire aussi monte en compétences et peut proposer des solutions pour des jeunes et de la reconversion. Et ça, c'est lié avec la troisième partie de notre projet, en lien avec le Fab Lab, qui est la mise en réseau et la coopération. Donc on travaille beaucoup et de plus en plus en réseau, à savoir qu'on fait justement transférer l'information de structures qui nous font appel à nous pour les mettre en relation. On propose des, euh, des solutions techniques comme des espaces numériques open source où les entreprises peuvent mettre leurs besoins et sont en lien avec d'autres entreprises qui peuvent répondre à ce besoin-là. Donc on agit un peu comme un hub par le prisme de la technologie et de la formation. Et on a aussi un côté coopératif dans le sens où nos projets sont montés de plus en plus en coopération sur le territoire. Donc ça, je n'ai pas parlé tout à l'heure parce que j'ai pas eu le temps, mais typiquement, euh, avec plusieurs structures de l'ESS locales, en fait, on tend à répondre à des appels en projet en commun, notamment pour mutualiser des postes et des emplois. Donc nous, typiquement, moi, pour l'instant, je suis le seul qui gère le Fab Lab, mais à terme, je prépare ma sortie, entre guillemets, pour ne pas que le projet ne soit interné que par moi. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut agréger une personne en plus qui sera formée, mais n'ayant pas la possibilité ou le, le, le travail pour la faire bosser toute une semaine, en fait, comment on peut mutualiser avec une autre structure qui a, elle, aussi besoin de quelqu'un qui est un peu dans le numérique. Donc l'idée, c'est aussi de monter des projets en commun, d'embaucher des alternants aussi qui seront partagés sur plusieurs pôles pour diversifier, créer de la coopération et aussi et surtout, en fait, mutualiser tout ce qui est autour de l'outillage, de la documentation et des savoir-faire. Donc, comment, en fait, nous, les projets qu'on monte de notre côté avec, je sais pas, un partenaire, peuvent aussi servir à un autre partenaire qui est sur une autre partie du territoire sur laquelle on n'a pas vocation à aller et en faire bénéficier. Et là, typiquement, pour vous donner un exemple très concret, on est en lien avec une association qui est basée à Cabreton, donc au bord de la mer, qui recycle des bateaux, donc des voiles, etc. On est entré en contact avec eux. Là, on a créé un projet sur la fabrication de porte-monnaie à partir de toiles.
Donc, pour mettre en place ce porte-monnaie, en fait, on a fait une formation laser pour le découper. On a mis en lien aussi un autre Fab Lab du territoire pour créer les tampons, pour tamponner à l'effigie de n'importe quelle structure les tampons. Et du coup, on a 3 structures qui participent à créer un objet recyclé et qui peut être essaimé derrière pour faire de la valorisation. Et typiquement, ce type de projet-là a été présenté à l'entreprise Bastia qui fait des sièges et on leur a expliqué, bah, tiens, avec vos chutes, vous pourriez faire des goodies qui vous permettraient d'éviter des déchets, qui vous permettraient de faire de la valorisation de votre entreprise et ça pourrait bénéficier à tout le monde, éviter des déchets, faire circuler la compétence et faire de la valorisation du territoire. Donc voilà un peu les secteurs sur lesquels on agit. Voilà. Merci beaucoup Rémi pour le respect du timing à la seconde près. Bien sûr, vous aurez le loisir de poser toutes les questions que vous souhaitez. Après l'intervention de Hélène, on va enchaîner tout de suite sur INVD. Hélène, je lance la vidéo directement. D'accord. Alors, je partage l'écran. Ça a bien marché tout à l'heure, la vidéo? Oui, oui. Ok. Partager l'audio. Et c'est parti. J'ai fait tous les allers-retours au boulot, et puis des courses, et puis des balades. J'adore. C'est trop bien. À disposition ces véhicules intermédiaires à des habitants de notre territoire qui ont pu le tester sur leur trajet du quotidien. Donc on a essayé d'avoir un panel un peu représentatif de gens qui ont des enfants, de gens qui doivent transporter du matériel, de gens qui habitent à côté d'Alès, à côté de la ville, d'autres qui sont vraiment presque sur de la piste. Prise tous les jours hein, sur des trajets entre 10 et 20 km. Quoi. Super, trop bien, hyper intéressant de découvrir de nouvelles sensations et d'aller pour avancer qui est vraiment hyper sympa et agréable. On a une relation avec l'extérieur vraiment tout à fait haute, c'est vraiment un moment de plaisir. Plus facile que prévu et bien protégé. Ici on est dans une Biro, c'est un des véhicules qu'on a testé cette semaine, donc c'est un Véli passif, pas de pédale, pas besoin de pédaler ici. C'est un véhicule qui va à 45 km/h. La recharge de ce véhicule coûte 1,50 € pour les 100 km. La Soréane 70 centimes, un Véli actif donc à pédale, assistance à pédale, 45 km/h. On est à Saint-Martin-de-Boubeau, une petite commune des Cévennes, et on vient de projeter Virage vers le futur. Le fait d'être au ras de la route et d'aller super vite, on se croit comme un pilote de Formule 1. On a une sensation vraiment de vitesse qu'on a tendance à un peu perdre de temps en temps avec des voitures où vraiment c'est aseptisé. Je pense que 45 km/h, c'est une vitesse parfaite pour nos territoires avec leurs petites routes sinueuses. Très fière d'accompagner ce projet et de soutenir tous ces citoyens qui se sont mobilisés. Et ça démultiplie, je trouve, les capacités de déplacement. J'imagine que je peux faire des trajets que je ne ferais pas à vélo. On peut sortir, on peut aller aux activités, On sait faire des balades le mercredi, et le dimanche et le samedi. Merci déjà, parce que moi c'était un projet d'acheter un ski bike. Ça m'a permis de voir un petit peu si ça correspondait à mes besoins ou pas. Je sentais que ça allait être un peu compliqué, mais finalement c'est facile. Le syndicat des Hautes-Vallées-Cévennes, c'est une collectivité territoriale qui regroupe une trentaine de communes entre le nord du Gard et le sud de Lozère sur un projet de développement durable. 4 journées événements sur cette thématique cette semaine. Et en plus de ça, tout un panel d'animation, de stands pour faire découvrir toutes les solutions de mobilité qu'on a sur le territoire. Ce qui m'a surpris, c'est que vraiment tout le monde est emballé par ces petits véhicules, par ces vélis et que ça s'adapte parfaitement à notre territoire. Les gens qui ont testé sont ravis, avaient envie de garder à la fin de la semaine leur véli et étaient prêts à se passer de leur voiture dès demain matin. Donc ça c'était vraiment la grosse surprise, prêts à passer sur des pistes, dans la terre, dans la caillasse, pas de problème. Donc voilà, les gens emballés, ça donne envie de continuer, quoi, de dire qu'est-ce qu'on va faire ensuite.
Et voilà. Ça vous donne Donc, déjà pendant que une idée. Xavier prépare le PowerPoint, je me présente, je suis Hélène Jacquemin, coprésidente de l'association INVD pour Innovation Véhicule Doux, qui, comme son nom ne l'indique pas vraiment, travaille à trouver des alternatives à la voiture solo pour les habitants des territoires ruraux et périurbains, nous notamment de moyenne montagne. Et la vidéo que vous avez vue, c'est une expérimentation qu'on a menée pendant 15 jours dans les Cévennes. Et ça fait la preuve de l'efficacité de ces petits véhicules dont je vais vous parler. Excusez-moi, j'ai toujours des difficultés. Je ne suis pas habitué à Zoom, mais... Donc, je continue, tant pis. Ce qui a été à l'origine de la création de l'association, c'est ce questionnement sur des alternatives à la voiture, en se disant, après tout, les ruraux, on compte pas pour des prunes, on a aussi, nous, le droit d'avoir le choix de nos solutions de mobilité. Donc, on intervient on est sur le territoire d'un PNR qui s'appelle le Parc naturel régional des Grands Causses, qui est un territoire de moyenne montagne où les transports représentent non plus 39 maintenant, mais carrément 43% des dépenses énergétiques du territoire. Donc, ça pèse lourd. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner une idée de la configuration. On est confronté, nous, à des distances qui sont longues. Le trajet moyen pour se rendre au travail, c'est 19 km. On a une densité de population qui est très faible, 22 habitants au kilomètre carré, donc forcément pas de transport en commun. Le covoiturage, c'est compliqué du fait de cette densité très faible. Et on a donc des dénivelés, vous le voyez sur cette photo, l'autoroute est en haut, les habitations sont en bas, on a 1000 mètres de dénivelé tous les 50 km. Diapo suivante. Merci. Voilà, donc avec une vitesse moyenne estimée sur nos routes à 90 km/h, parce que c'est un département qui est passé à 90, c'est 63 km/h. Donc, on peut se permettre de rouler à très faible vitesse, en fait. Et on a une autre donnée qui est importante aussi, qui témoigne de la difficulté de nombre d'habitants sur ce territoire, c'est que les dépenses de mobilité représentent un tiers du budget annuel des familles, en plus pour des familles qui ont un revenu de 250 € inférieur en moyenne à la moyenne nationale. Diapo suivante. Voilà, donc du coup, fort de ces connaissances et du fait qu'on a nous-mêmes, INVD, testé tout le panel de solutions de mobilité qui existent sur le territoire, donc y compris la voiture, bien sûr, mais pas que. Du coup, on a fait une expression des besoins qui nous disait ce à quoi il fallait répondre pour mettre en place une solution de mobilité qui soit efficiente par rapport à l'usage de la voiture aujourd'hui. Donc, la capacité de transporter des adultes ou un adulte et des enfants, du bagage, une puissance suffisante pour grimper les côtes, une autonomie d'au moins 80 km et bien sûr une mobilité active de préférence puisqu'on a dans nos territoires un vrai problème de santé publique qui est à la sédentarité des habitants. Slide suivante. Et donc, on a trouvé ce qu'on appelle le chaînon manquant. Chaînon manquant, c'est toute cette gamme de véhicules, de petits véhicules qu'on appelle les VELI, les véhicules légers intermédiaires, qui sont donc entre le vélo à assistance électrique et la petite voiture. Ça a le mérite de répondre aux besoins et puis surtout d'être bon pour la santé si c'est de la mobilité active. Là, sur cette photo, vous avez un exemple de 2 vélis à mobilité active à gauche et puis mobilité passive à droite, c'est la Duo de Renault. Slide suivant. S'il vous plaît, voilà. Donc, on a lancé une expérimentation il y a 2 ans et demi sur notre territoire avec tout cet ensemble de partenaires que vous voyez au bas de l'écran, notamment l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Voilà. Et on a demandé aux habitants volontaires de tester ces véhicules. La question qu'on se posait, c'était en quoi ça peut répondre effectivement au remplacement de la voiture et aux besoins des habitants et surtout quelle va être l'appétence des citoyens pour ce type de mobilité. Diapo suivante. Donc, l'expérimentation s'est construite de la manière suivante. On a confié
aux habitants volontaires un véhicule pour un mois et un autre véhicule pour un autre mois. Donc, ils ont eu 2 mois de test. Et 2 mois, c'est intéressant pour commencer à ancrer l'usage de ce véli dans une forme d'habitude. Voilà. Et donc, ça contribue à vraiment changer le regard aussi de ces mobilités. Et on leur donnait, parce qu'on est joueur, à la fois un véhicule à mobilité passive et puis le mois d'après un véhicule à mobilité active. Et on s'est fait accompagner par un laboratoire du CNRS de l'Université d'Angers, parce qu'on a aussi recueilli une énorme quantité de données sur cette expérimentation qui se termine là à cette fin d'année. Hop, diapo suivante. J'ai que 7 minutes. Donc, on a eu une grande diversité de véhicules qui partent, vous le voyez sur l'écran, du vélo à droite. Alors, attention, c'est pas un vélo standard, un vélo assistance électrique standard, c'est un speed bike, donc qui est assisté jusqu'à 45 km/h. Ensuite, on a eu des vélos 4 roues, et des véhicules passifs 4 roues. Et complètement à gauche, c'est la WIS, c'est une voiture qui est une mini-voiture qui roule jusqu'à 90 km/h. Slide suivant. Donc, certains de ces véhicules, pour certains de ces véhicules, tous ceux qui sont à plus de 45 km/h, on a besoin du permis de conduire. Pour tous les autres, on a juste besoin de l'équivalent du BSR ou du permis AM. On a eu donc en expérimentation ces 12 véhicules. Et aujourd'hui, les chiffres à jour, c'est 92 personnes, 52% de femmes qui ont expérimenté ces véhicules, qui ont parcouru 35 000 km. En fait, aujourd'hui, en cumul d'expérimentation, on a dépassé les 110 000 km avec ces véhicules qui, pour certains, sont des prototypes. Et ça fait plus de 172 mois cumulés de tests. En résumé, ces véhicules font la preuve de leur efficacité pour remplacer la voiture sur des trajets qui font en moyenne à peu près 20 km. Trajet simple, aller pour se rendre quelque part. Et donc, vous l'avez vu sur un territoire de moyenne montagne. Diapo suivante. Voilà. Donc, des ressources à votre disposition pour tout savoir sur les vélis. Vous avez ce film qui est en accès libre, qui présente toutes les alternatives à la voiture individuelle dans les territoires ruraux. Diapo d'après. Là, c'est pour tout savoir sur les vélis. C'est un documentaire aussi en diffusion libre qui s'appelle La Nouvelle Aventure Mobile, où vous saurez tout sur le panorama des vélis en France, notamment les 9/10 de ces véhicules sont franco-français et fabriqués en France. Voilà. Et ensuite, sur notre site internet, vous avez des ressources documentaires, notamment le magazine des vélis qui est en téléchargement libre. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Vous pouvez reprendre votre souffle. Bien sûr, le diaporama vous sera partagé par la suite de cet événement. Place aux échanges, aux questions. Il nous reste un peu moins de 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser votre question à l'une ou l'autre. Ah oui, alors, donc Jean-Marc Lucien. Oui, bonjour. Je suis directeur départemental d'une fédération ADMR, donc de l'aide à domicile. Et en effet, nous, on l'utilise, alors pour le coup, pas pour la mobilité des citoyens, mais on utilise les véhicules sans permis, 100% électriques. Et donc, on a commencé avec une flotte de Citroën Ami, une quarantaine de véhicules pour les mettre à disposition des aides à domicile. Donc l'autonomie, elle est un petit peu juste pour une journée d'aide à domicile, hein, c'est pas 20 km en moyenne de trajet. Mais en fait, je suis intéressé aussi par votre expérience alors, faire pédaler les aides à domicile, ce serait très bon pour leur santé, mais elles galopent toute la journée quand même, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais je vois que vous avez aussi le Duo 45 de Renault. On est intéressé, le modèle est assez récent. Je voulais savoir, un peu vos retours sur la fiabilité de ces appareils. Moi, j'ai coutume de dire, c'est malheureux, mais je suis très content des Citroën Ami, mais il en faut 5 pour qu'il y en ait 4 qui roulent.
En gros, j'en ai toujours une sur 5 qui est en panne au garage. Je ne parle pas des tout premiers modèles où il y a des problèmes de serrure, de tas de petites bricoles. Mais et alors, est-ce que les duos, c'est pareil ou est-ce que c'est plus fiable? L'autonomie est plus grande, mais il y a moins de place dedans. Enfin voilà, ça m'intéresse aussi. Et puis peut-être qu'on pourrait, nous, étendre un petit peu et accompagner les publics en insertion, par exemple. Mais je Bah, trouve votre écoutez, initiative très bonne, hein. je suis très très embêtée parce que la Duo nous a été livrée le 11 juillet et elle est en panne depuis le 11 juillet. Et on n'a toujours pas réussi, enfin, elle est toujours en attente de pièces pour être réparée, ça fait plus de 6 mois. C'était Oui, comme on ça le coupera au début. montage, hein. Oui, mais je suis désolée, mais il faut être franche dans ce cas-là, entre associations, hein. On est d'accord. Ouais. Bah, Alors, mais par c'était contre, ça au début. concernant le pédalage, moi je dirais que ça vaut l'expérimentation, vraiment. Parce qu'on est quand même sur un pédalage qui est très fortement assisté et qui a en fait plutôt le fait d'étendre plutôt que de tendre. Et moi je pense que si vous avez l'occasion d'expérimenter un vélo actif 45 par une ou deux personnes qui se prêteraient au jeu, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Vous pourriez être surpris du résultat. Et c'est plus fiable en termes, ça tombe moins en panne? Alors, la mécanique n'est pas du tout la même parce que là, on est sur une conception qui tient plutôt du vélo plutôt que de l'automobile. Et les constructeurs aujourd'hui, en l'espace d'1 an, ont énormément travaillé sur la fiabilité de leur vélo. Et les réparations, je vais dire, les réparations qui sont à faire dessus sont simples à faire, très simples. Il y a très peu d'électronique et beaucoup de choses qu'on peut être capable de réparer soi-même ou qu'un vélociste est capable de réparer. Et tous les concepteurs de ces vélos actifs ont le souci de la durabilité et je vais dire, de l'indépendance justement ou de l'autonomie de réparation. Donc vous avez plusieurs constructeurs en France qui font des vélos qui sont vraiment très très intéressants. On a 25 km/h ou 45, hein. on a les liens enfin, pour justement choisir, enfin, avoir accès aux modèles les plus adéquats, ceux qui ont été visités, notamment par votre expérience. Oui, InVD pourra vous donner les informations après, oui, tout à fait. Ok. Vous êtes d'accord pour partager votre contact pour que Absolument. on puisse reprendre individuellement contact avec vous. Cécile Paquet, souhaitez intervenir. Bonjour et merci pour ce partage et cette intervention. J'en profite pour dire que je suis aussi d'accord pour partager mes coordonnées, que j'aimerais bien entrer en lien avec Jean-Marc Lucien. C'est autre chose. Ma question là tout de suite, c'est j'ai pas peut-être pas bien compris ou peut-être pas bien écouté, mais je crois que j'ai bien écouté. Est-ce qu'à terme vraiment, enfin, est-ce que le projet de INVD, c'est vraiment de réellement mettre en place ces modèles de déplacement sur le territoire cible dont il est question dans la présentation? Est-ce que c'est les pouvoirs publics, les communes qui sont partenaires et qui vont prendre ça en charge? Quel coût pour un véhicule, celui qui est présenté dans la vidéo ou que les gens ont testé, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût d'un tel véhicule? Voilà. Merci. Beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de simplifier tout ça. L'objectif d'InVD, c'est montrer que ces vélos sont des solutions, peuvent faire solution pour le déplacement du quotidien des citoyens de territoires sur lesquels il n'y a pas de transport en commun et c'est encore le règne du tout voiture. Ensuite, les modèles de diffusion, on est en train, nous, d'expérimenter plusieurs choses avec notre PNR Grand Cause, notamment tout ce qui est lié au modèle d'autopartage et vélipartage, de location longue durée. Par exemple, beaucoup de constructeurs de ces vélos les proposent en location.
On a, nous aussi, été contactés par des collectivités locales qui nous disent est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'en acheter pour les mettre à disposition des habitants, etc., etc. Donc là, il y a je vais dire que c'est propre aux configurations, aux besoins et aux possibilités des collectivités locales, des associations, etc., qui s'intéressent à ce sujet-là. Après, sur le coût de ces vélis, le coût est cher. Ces vélis, ils sont entre 10 000 et 20 000 euros pour certains vélis cargo, etc. Et ce coût, il est entre guillemets normal quand on sait que c'est une fabrication à petite échelle, puisque la plupart de ces constructeurs sont des startups en devenir. Le souhait qu'on a, nous, c'est que tous les élus ruraux s'emparent de ce sujet en disant on veut que l'acquisition de ces vélis soit facilitée et donc il y ait des aides à l'achat, que ce soit pour les collectivités locales ou pour les particuliers qui pourraient en faire l'acquisition, parce qu'après tout, ils sont 10 fois moins gourmands en matériaux, 10 fois moins gourmands en énergie, etc., etc. Donc, c'est vraiment une solution sobre et efficiente pour la mobilité des citoyens. Voilà où on en est aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci. C'est un coût qui est à rapprocher aussi des aides qu'il peut y avoir par ailleurs sur l'acquisition de ce type de véhicule. Lise souhaitait intervenir. Oui, bonjour. Moi, c'était une question pour Village de Santé. Je pense que j'ai peut-être pas bien écouté, mais je m'interrogeais sur la combinaison des soins et du lieu de vie et sur, entre guillemets, comment vous recrutez les professionnels ou comment les soins sont faits, enfin, par qui et comment sont faits les soins dans ce tiers-lieu-là. Ah, alors Lise, je ne sais pas si tu es dans la bonne salle. Parce que là, on n'est pas avec Village de Santé, on est avec le BAL et avec INVD. Donc, c'est bien ça. Merci. Tu n'as peut-être pas eu la bonne information. Ouais. Désolé. Voilà, désolé. Mais on pourrait peut-être essayer de te renseigner par ailleurs. Est-ce qu'il y avait une question pour Rémi, éventuellement Thierry Benoît? Je suis sûr que c'est pour Rémi, pour équilibrer un petit peu. Ouais, bonjour à tous, merci pour les témoignages, c'est super inspirant. J'ai plusieurs petites salves de questions, donc il ne reste pas énormément de temps, ça peut être questions longues, réponses courtes. Ouais. Donc pour Rémi, ouais, pour le club, c'est comment vous identifiez en fait les artisans, les entrepreneurs qui peuvent être intéressés par un accompagnement par le BAL? Et est-ce que c'est payant pour eux? Et sinon, comment c'est financé? Et comment vous définissez ce que vous êtes en capacité de faire finalement, le parcours? Est-ce que le bout de chemin que vous pouvez faire ensemble? Et pour INVD, alors, à titre de curiosité personnelle, j'aimerais savoir c'est quoi la différence réglementaire en fait entre un vélo assistance électrique et les vélos à 45 en termes de règles de sécurité, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres expérimentations ailleurs et est-ce que finalement, regard des retours que vous avez, ça pourrait être des solutions adaptées à des territoires plus plats, typiquement les grandes lignes droites de plaine où on roule à 110? Voilà, merci. Peut-être on laisse Rémi répondre en premier. Allez, j'y vais. Du coup, nous, pour l'identification, en fait, ça se fait beaucoup au bouche-à-oreille et par la connaissance du territoire. Donc, grosso modo, dès qu'on identifie une entreprise qui a vocation à travailler sur de la fabrication en local, notamment sur des métaux, du bois ou du plastique, en fait, on les sollicite. Donc, on va les voir et on leur dit, on les aborde pour une première chose, c'est voir s'ils veulent faire un partenariat avec nous parce que nous, dans nos activités d'animation, on a besoin de matériaux. Donc, l'idée déjà, c'est d'entrer en lien avec eux sur ce point-là. Et ensuite, quand on explique ce qu'on fait, ils sont souvent intéressés sur le fait qu'en gros, eux, ils ont besoin d'investir, que ce soit sur des outils ou qui servent à la production, mais aussi des outils qui sont en lien avec la gestion, comme des CMR, etc. Et nous, on leur explique comment on fonctionne, donc avec Linux Cloud, etc.
Et c'est cette entrevue en fait qui débloque les choses. Donc nous, on y va dans un premier temps dans un intérêt personnel pour aller chercher de la matière première Ok. et de l'échange et du réseau. Et ensuite, en fait, en expliquant ce que chacun fait, en fait, ça vient de suite sur la table. Au niveau de l'accompagnement, sur la deuxième partie de la question, en fait, nous, on explique qu'on est là pour faire de la montée en compétences basiques, mais qu'on n'est pas centre de formation et qu'on n'est pas Calliope. Donc, nous, on axe notre intervention sur le fait qu'on sensibilise, on pré-qualifie, entre guillemets, sur l'utilisation des outils et qu'ensuite, derrière, si jamais il y a un besoin de formation complémentaire pour valider je sais pas moi, une compétence officiellement, en fait, là, on passe la main. Nous, on a choisi de s'intégrer dans un créneau qui n'est pas du tout exploité, notamment par les organismes de formation, c'est de l'acculturation, de la sensibilisation. Tout simplement pour la bonne et simple raison que moi, je travaillais à Toulouse au Rose Lab, donc, qui est un gros Fab Lab, et en fait, on avait identifié, donc moi, j'étais chargé de la formation, il y a une zone grise sur tout ce qui est formation au niveau du numérique. Donc, en gros, pour un exemple très concret, sur de l'impression 3D, ils accueillent des gens qui soit ont des imprimantes chez eux, soit qui n'y connaissent rien. Et ils ont des gros problèmes pour mettre tout le monde au même niveau minimal pour ensuite lancer la formation et la validation des diplômes. Donc, nous, ce qu'on avait identifié, c'était dans un premier temps, mettre à niveau basique pour qu'ensuite les gens, quand ils intègrent les formations, ils aient déjà les minimums de compétences requises. Et ça intéresse très fortement les organismes de formation parce qu'ils n'ont pas cette remise à niveau au niveau du numérique à faire. Donc ça, je vous parle d'impression 3D, mais ça peut être aussi sur du Kanban, sur de la gestion de projet, ça peut être sur de la gestion de CMR avec Dolibar, etc., etc. Donc, nous, on a identifié ce moyen-là et du coup, on fonctionne comme ça. Et pour terminer, sur le paiement, en fait, donc il y a deux solutions. Soit, en gros, on fait un devis sur de l'accompagnement et de l'initiation, etc., on a un tarif. Soit, on essaie de voir avec eux comment on peut négocier sur le fait qu'ils nous donnent la matière première et on fait du troc. Ok. Donc, on essaie de faire une partie paiement et une partie troc, mais l'idée, c'est de dire, bon, mais en fait, nous, on vous accompagne, mais est-ce que vous pouvez nous donner du bois, vos chutes de bois, ce genre de choses, ou vous mettre votre métal, ou est-ce qu'on peut utiliser vos locaux, ce genre de choses. Ouais, par contre, du coup, ça nécessite vraiment un arpentage du terrain et d'aller voir tout le monde et de convaincre, quoi, au début. Exactement. Mais après, c'est comme je disais tout à l'heure sur une question sur de la communication et de repérage. En fait, nous, on n'a rien sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou très peu, parce qu'on a constaté que la fidélisation, la perception de ce qu'on faisait était plus pertinente, en fait, et mieux comprise quand on allait voir et qu'on montrait en haut. Donc là, ça marche mieux comme ça pour nous, notamment dans les territoires ruraux, quand on arrive, qu'on explique, qu'on serre des mains, qu'on discute, qu'on prend un café, qu'on explique ce qu'on fait. Voilà. Merci. Aller vers, c'est le aller vers. Il y avait aussi la question sur, je crois que c'était pour NVD, sur est-ce que c'est adapté pour les terrains plats à 110? Et puis, il y avait la question avant sur les VAE 25 et 45. Donc oui, il y a une grosse différence réglementaire. Et les vélos à assistance électrique 25 km/h n'ont pas besoin d'être homologués. Ils sont juste certifiés de manière déclarative. Et ils ont une puissance de moteur qui est de 250 watts. Voilà, donc ça les pousse bien et voilà. Le 45 km/h, par contre, les speed bikes sont assistés jusqu'à 45 km/h et peuvent avoir une puissance moteur jusqu'à 1000 watts. Et donc, dès lors qu'ils sont assistés jusqu'à 45 km/h, qu'ils ont une puissance supérieure à 250 watts, ils doivent être homologués. Donc, ils sont dans une autre catégorie réglementaire qui est la catégorie L des véhicules légers intermédiaires. Ensuite, pour les conditions de circulation sur une route toute droite à 110 km/h, nous, on en a une. Hein. Elle fait 5 km. On en a une. Tout dépend de l'aménagement de la route, je dirais. Voilà, il faut voir ça. Après, nous, dans nos expérimentations, on a roulé sur toute la France. Donc, on a roulé aussi sur des routes comme ça. Tout véhicule qui est assisté jusqu'à 45 km/h n'a pas le droit d'aller sur les pistes cyclables, même si on y roule à une vitesse inférieure à 25 km/h. Voilà. Et donc, il y a certaines... voilà, le CEREMA, on travaille avec le CEREMA sur le sujet de l'aménagement des routes. C'est vraiment spécifique à chaque territoire. Je botte en touche, hein.
qu'il y a d'autres questions, interventions? Il faut en profiter, il nous reste à peu près 3 minutes. Virginie, tu souhaites intervenir? Oui, je voulais poser deux questions rapidement sur la sécurité au niveau des véhicules qui se rapprochent du vélo, hein, parce que il y a d'autres usagers de la route, et c'est vrai que ça a l'air d'être des véhicules assez légers finalement, et donc ça pose la question de s'il y avait un choc, etc., la sécurité. Et la deuxième question, c'est sur la saisonnalité, puisque quand il fait froid, est-ce qu'on utilise encore ces vélos ou est-ce que c'est vraiment une utilisation très saisonnière? Alors, côté sécurité, la notion de sécurité, elle est vraiment extrêmement subjective. On peut se sentir en sécurité dans ces vélis avec une carrosserie, donc vélis à mobilité active, simplement parce qu'on se sent enveloppé par ces carrosseries qu'il y a. Ces vélis ont une excellente tenue de route. Je vais dire ça comme ça. Et sur les 110 000 kilomètres plus de 110 000 kilomètres qui ont été parcourus, on a constaté que les automobilistes n'avaient pas envie de nous percuter. C'est déjà une chose intéressante. Je dis ça pour renverser le regard qu'on a sur la notion de sécurité. Je discutais avec un constructeur récemment, et il disait qu'est-ce qu'il faut rajouter dans les vélis pour assurer leur sécurité. Voilà, la sécurité des personnes qui sont à l'intérieur. Et on disait, la première chose à rajouter, en fait, c'est une diminution de la vitesse sur les routes. Passer les routes de 90 à 80, voire de 80 à 70, et permettre du coup, assurer une fluidité de la circulation pour l'ensemble des usagers, en partant du principe que chacun a droit à sa roue et a le droit d'utiliser la roue de son choix pour ses déplacements. Donc, vous voyez, c'est aussi une autre manière d'aborder la question de la sécurité. Cela dit, nous, dans cette expérimentation, dans les expérimentations qu'on mène, la première question qu'on s'est posée, c'est OK, en cas d'accident grave ou mortel de l'un de nos testeurs, qu'est-ce qui se passe? Et c'est nous, associations, qui serons le maillon faible. Donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour assurer le maximum de sécurité de nos testeurs et nous préserver, nous aussi, pénalement, l'ensemble de la collégiale de l'association, puisqu'on est une collégiale de 10 à 12 membres. Et du coup, on a mis en place un certain nombre de choses, et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'avoir un assureur qui nous a accompagnés sur l'expérimentation de ces vélis, en sachant qu'on est la seule association en France aujourd'hui encore à pouvoir expérimenter des vélis non encore homologués. On a mis en place tout un tas d'éléments de sécurité, notamment sur le territoire d'expérimentation. Avec l'appui des services techniques du département, on a mis en place des panneaux qui signalent qu'il y a des véhicules en test sur le territoire et que la route est partagée. Et on s'est rendu compte que le simple fait de marquer route partagée contribuait à avoir des retours extrêmement positifs sur l'expérimentation qu'on mène. Et puis tout le reste, je vous en parlerai en off, parce que là, on va devoir quitter la salle. Il nous reste un petit compte à rebours de 40 secondes, merci. Voilà, il y avait la question de la saisonnalité. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Juste peut-être moi une petite question rapide pour Rémi. Quelle est la part de chiffre d'affaires dans votre budget annuel? 20 secondes. Sur le projet, on est au niveau du chiffre d'affaires, on est à 40% de prestations, 50% de financement par des fonds d'appel à projet et 10% par le public, grosso modo. Et on aimerait avoir quelque chose qui est de l'ordre de un tiers, un tiers, un tiers.